Donc, le programme de la matinée. Donc, très rapidement, on va vous représenter un petit peu Decideum, même si je pense qu'une majorité des gens connaissent déjà. On laissera la place à nos partenaires, donc en l'occurrence ici Talend, Snowflake et puis Qlik. Après ça, on fera une petite pause, juste le temps de boire un petit verre et puis de consulter nos... Donc vous pourrez échanger avec nos partenaires. Et puis aussi, on a deux petits ateliers qui seront disponibles en consultation, à savoir Michael, pardon, sur tous les aspects liés à la data science, et puis Ludovic, pour toutes les problématiques liées à l'expérience utilisateur. Donc je vous invite à les consulter, ils vous accueilleront et vous expliqueront plus en détail ce qu'ils font exactement. Et puis donc après ça, on passera donc sur le témoignage donc, de Petit Forestier avec Charlie qui est ici présent. Donc c'est le monsieur data, on va dire, de chez Petit Forestier, qui du coup a travaillé avec nous cette dernière année là pour le déploiement donc des différentes solutions. Donc vous pourrez lui poser des questions, il vous fera un petit peu part de son ressenti et de voilà un petit peu comment s'est passé son projet. Ce que je vous propose déjà, c'est de vous représenter un petit peu Decideum plus en détail, donc ce qu'on fait exactement. Donc voilà, on commence à avoir une petite expérience, 20 ans de savoir-faire, c'est pas rien quand même, dans le milieu de la BI ou du décisionnel. Alors c'est quoi le décisionnel? C'est quoi? On met en place des solutions qui vont vous qui permettent à nos clients d'exploiter leurs données. Donc vous verrez, on va adresser toute la chaîne décisionnelle, de la partie extraction, chargement, stockage de la donnée et restitution de la donnée. Bien, donc on est à peu près aujourd'hui 120 consultants établis sur 3 agences. Donc l'agence historique ici à Lille, l'agence de Paris et puis l'agence de Lyon qui nous a rejoint il y a quelques années déjà. 400 clients, pardon, 400 consultants, non pas encore, l'année prochaine. Aujourd'hui, on est 120. Donc 400 clients. Donc c'est pour vous dire que voilà, on a une petite expérience sur le sujet. Et donc, à quel niveau on va pouvoir vous accompagner? Donc première partie, c'est toute la partie data intégration. Donc la data intégration, c'est quoi? Je suis en train de mettre en place un data warehouse. J'ai tout un ensemble de sources de données. Donc je vais aller chercher la donnée, la récupérer, éventuellement la transformer pour alimenter mon data warehouse. Première problématique. Deuxième problématique, je mets en place un nouvel ERP. J'ai besoin de faire de la reprise d'historique. Je vais pouvoir mettre en place tout un ensemble de flux qui vont me permettre d'alimenter ma base de données. Donc ça, c'est une des premières problématiques qu'on va pouvoir adresser à partir de l'intégration de données, notamment avec la solution Talend qui a été utilisée dans le cadre du projet Petit Forestier. Deuxième partie, la data gouvernance. Donc ça, c'est quelque chose on sent bien qu'il est en train de se passer quelque chose là-dessus en ce moment. Et c'est un petit peu normal, parce que les clients ont de plus en plus de données, de volumes de données importants, de sources de données diverses et variées. Et donc, du coup, ça devient un petit peu compliqué pour des utilisateurs ou même des personnes de l'IT de s'y retrouver dans tous ces flux de données. Et donc, de plus en plus, on a besoin d'outils pour pouvoir un petit peu manager et piloter tout ça. Donc c'est dans ce cadre-là que on a diverses réflexions sur la data gouvernance. Vous avez peut-être entendu parler de MDM, on entend pas mal parler en ce moment. Donc on est en train aussi, on travaille aussi sur ces sujets-là. Alors la data visualisation, forcément, je pense que vous connaissez. Donc ça, c'est plus la partie, on va dire, la plus visible pour l'ensemble de nos utilisateurs. Donc on travaille, alors notre partenaire là-dessus, partenaire historique, c'est Qlik, avec les solutions, si on repart un petit peu dans le passé, QlikView, puis depuis 2014, QlikSense, avec maintenant en plus la solution QlikSense Cloud aussi qui vient compléter l'offre. Donc voilà, en termes de data vis, on a aussi des partenariats avec certains éditeurs qui viennent compléter l'offre de Qlik. Par exemple, K4. K4, vous avez besoin à un moment donné de faire de la saisie de données pour faire de la prévision, du budget ou du forecast. On va pouvoir mettre en place ce genre de solution pour vous aider dans la saisie, dans la planification de vos objectifs. On a aussi un partenaire qui s'appelle Vislib,
qui développent des extensions qui vont venir compléter aussi l'offre de Qlik. Si vous êtes un petit peu utilisateur QlikView, QlikSense, vous avez peut-être été contraint à des problématiques liées à la représentation de données financières, par exemple sur du compte d'exploitation ou du bilan. Bon, clairement, Qlik est un outil de data viz. Et la partie compte d'exploitation, bon, c'est peut-être pas ce qui fait de mieux. Et en complément, Visly va proposer des restitutions qui vont pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée sur ces aspects-là. Donc voilà, donc c'est un de nos partenaires avec qui on travaille et on a quelques projets avec eux. Dernière partie, donc là c'est la partie data science. Donc je vais donner les grandes lignes, mais pour plus d'informations, je vous inviterai à consulter Michael qui est là-bas au fond à droite. Donc la data science, c'est quoi? Bien souvent, la BI consiste à analyser toutes nos données passées pour pouvoir prendre des décisions. La data science va vous permettre d'aller plus loin. Et donc à partir de vos données, c'est essayer de prévoir des choses. Donc prévoir des choses en termes d'activité, en termes de chiffre d'affaires, en termes de fréquentation de magasins, de sollicitation d'une plateforme d'appel, par exemple, pour pouvoir prévoir les pics d'appel sur une plateforme. Donc ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir aussi faire tout ce qui est problématique liée à segmentation client, segmentation produit, faire aussi ce qu'on appelle de la recommandation de produits. Je sais pas, vous avez sûrement déjà été sur des sites web où à un moment donné, quand vous commandez un produit, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre en vous disant « Attention, les clients qui ont commandé ce produit ont aussi regardé tel et tel autre produit ». Donc ça, on va pouvoir mettre en place tout ça à travers des algorithmes mathématiques développés par plutôt des statisticiens quand même, développés sur des technologies R ou Python. Et là où c'est intéressant, c'est que ces algorithmes, on va pouvoir les lier avec nos applis Qlik, par exemple. Et donc, du coup, un utilisateur Qlik ouvre son application, va pouvoir, en interagissant sur quelques variables, lancer l'exécution de son algorithme, mais de manière transparente, et il va en récupérer le résultat sous forme de data viz, donc des tableaux, des graphiques, ou même faire des analyses cartographiques. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, on simplifie un petit peu l'aspect data science. Et puis aussi, dernière petite chose, Decidium a développé son propre moteur de machine learning qui s'appelle 5P100. Et donc on va dire qu'on va fournir à nos utilisateurs non statisticiens la possibilité de réaliser eux-mêmes une segmentation ou une analyse de données à partir de leurs fichiers. Ils vont pouvoir exploiter l'outil 5P100 et récupérer un petit peu, faire eux-mêmes leur analyse un petit peu en toute autonomie. Donc voilà un petit peu les différentes offres de Decidium. Alors, pour terminer, quand vous avez une problématique ou un cas d'usage à adresser, vous posez des questions sur un outil, sur une problématique liée à vos données. On va pouvoir vous accueillir, généralement on fait ça sur des demi-journées, dans ce qu'on appelle des data labs. Donc les data labs, vous venez chez nous, on peut venir chez vous si vous voulez, on vous fera rencontrer l'un de nos consultants, qui est spécialiste sur le sujet qui sera abordé, donc c'est gratuit, c'est pour la demi-journée. Et puis vous pouvez venir avec vos données, et puis on va analyser un petit peu votre problématique. Et puis on essayera de trouver des solutions ensemble, de vous donner des idées, éventuellement de faire des petites réalisations aussi, ça peut être assez rapide parfois. Et puis quand vous repartez à la fin de la demi-journée, généralement vous y voyez un petit peu plus clair sur le cas d'usage que vous vouliez adresser. Donc ça, n'hésitez pas à nous solliciter, on en fait très souvent et c'est assez bien perçu par nos clients puisque rapidement on arrive à voir quand même des choses et à avoir les idées un petit peu plus claires. Donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera chez nous. Donc la Data Academy, c'est quoi? Qlik, en tant que partenaire de différents éditeurs, on est aussi habilité à vous former sur les solutions qu'on va déployer chez vous, notamment du Qlik, du Talend, pourquoi pas. On va vous accompagner. On est organisme de formation. On a d'ailleurs eu la dernière certification là, en fin d'année, qui est certification Calliope. Je crois qu'il y a notre responsable formation qui est là-bas. Il discute, il ne nous entend pas. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, de la formation, on en a tous les mois, et c'est vrai que cette année, il y a une réelle demande sur tout ce qui est formation. Dernière petite chose, et après je laisserai la main à mes collègues éditeurs,
c'est la partie centre de compétences. Donc nous, aujourd'hui, il y a à peu près une petite vingtaine de personnes qui sont basées dans notre agence lillois, qui sont tout disponibles à vous accompagner sur du projet. Donc sur du projet généralement à distance. On va pouvoir faire aussi du support logiciel, ou alors vous avez une problématique, vous êtes bloqué, vous n'en sortez pas dans vos développements. On va pouvoir lever les points de blocage, donc qui sont sollicitables toute la journée. Donc voilà, ça peut être aussi une chose qu'on peut avoir en tête, le centre de compétences, 20 personnes qui sont disponibles pour vous accompagner dans vos projets. Bonjour à tous, donc moi c'est Thomas Chabenet, je suis account exécutive chez Talend ou du coup commercial si vous voulez. Donc en fait on va partir sur une petite histoire de Talend. Donc en fait Talend, on est une boîte française qui est née il y a environ 15-16 ans. Donc on est parti du constat qu'en fait les entreprises ont de plus en plus de données à gérer, que ce soit des applications, des fichiers, des databases, du SIRH, du Google, du Facebook, ce que vous voulez. Et que toute cette donnée, en fait, elle est souvent pas complète, elle est différente, elle n'est pas ordonnée, elle est souvent chaotique. Et le but de Talend, en fait, c'est de réorganiser tout ça. Donc, comment est-ce qu'on le réorganise? On a inventé la technologie qui s'appelle ETL. Donc l'ETL, c'est quoi? C'est l'extract. Donc on va extraire les données de toutes vos différentes sources. On va les transformer, on va les reload dans un data warehouse ou un autre système de stockage. À travers nos 15 ans d'expérience, on ne s'est pas arrêté qu'à l'ETL, on a développé des nouveaux composants, donc on est allé jusqu'à la data quality, l'ESB, on a mis en place des catalogues de données, on a pu faire énormément de choses autour de la donnée. Et en fait, moi j'aime bien utiliser l'analogie qu'en fait, Talend, on est les petits plombiers de la donnée, c'est-à-dire qu'on va aller dans vos tuyaux, on va remettre la donnée en ordre et on va pouvoir répondre à tous vos besoins d'enjeux d'intégrité et de gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, on a plus de 1800 employés dans le monde et on est leader dans les rapports comme Gartner ou Forrester. Et il y a un peu plus de 7000 clients dans le monde. 7000 clients dans le monde avec une réelle augmentation ces 2 dernières années. Il y a encore 2 ans, on était 4500 ou 5000 clients. Du coup, 7200 clients, en fait, on a réellement construit une vraie communauté autour de Talend. Donc Talend dans le monde, c'est un peu plus de 300 000 utilisateurs. Et donc c'est 300 000 utilisateurs qui peuvent collaborer ensemble. Donc on a plusieurs sites accessibles, community.talend.com par exemple. C'est l'endroit où vous pouvez poser vos questions sur Talend. Et des gens de la R&D, de l'équipe produit vont pouvoir vous répondre, ou des gens de la communauté. Vous avez un souci, vous posez votre question, vraisemblablement dans les 24-48 heures, on va pouvoir vous aider. help.talend.com, c'est l'endroit où vous aurez toute nos documentations. Alors pour avoir fait d'autres éditeurs avant, la documentation Talend est très très bien faite et très accessible. Vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller sur ce site-là. talendacademy.com, academy.talend.com, c'est là où vous aurez tous nos programmes de formation. Et donc un programme de formation très bien fait, sous forme de MOOC, avec des cas d'usage, des certifications, très bien faites. Talend.forge, c'est l'endroit où vous pourrez discuter également avec les équipes produits, l'équipe R&D, et bien sûr tout un panel de vidéos sur YouTube. Donc en fait, si vous voulez, notre suite de solutions, c'est la Data Fabric, donc c'est celle qui compose toute notre suite applicative. Elle est orientée, elle est organisée autour de 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est le pilier data intégration. C'est le fait de pouvoir intégrer les données, que ce soit en batch ou en temps réel, de n'importe quel système, de n'importe quelle application. Donc l'idée, forcément, c'est de faire face à l'augmentation des volumes de données. Vous pouvez extraire n'importe quelle donnée, et quel que soit le volume, et du coup les remettre dans une nouvelle base de données et les transformer. C'est aussi le fait de pouvoir automatiser tous vos pipelines de données. Donc, vos équipes techniques, les data engineers, vous réduisez leur pression. Vous pouvez les aider à faire mieux leur boulot et ça évite de repasser forcément par d'autres process. Et bien sûr, la troisième chose, c'est le fait de ne plus forcément utiliser de code à la main, d'éviter de faire du script et d'avoir une plateforme pouvant générer du code automatiquement. Ça évite les effets sac de nœuds, c'est plus facilement maintenable et vous allez gagner en productivité.
La deuxième brique, le deuxième pilier de Talend, c'est tout ce qui est autour de l'application et de l'API intégration. Donc c'est le fait de pouvoir diffuser vos données dans plus de 1000 applications SaaS, on-prem également, de partager une seule vérité et également de pouvoir créer des API. Les API, de pouvoir les déployer, d'automatiser des nouveaux services, de pouvoir en déployer et de faire face à des demandes clients ou des demandes en interne. Par exemple, moi je suis responsable pour le secteur de l'éducation. Et à l'EM Lyon, ce qu'on a développé, c'est le fait de, lorsque un prof est malade ou il veut décaler un cours, s'il entre une information dans le système, et bien, tous les élèves, par exemple, vont recevoir un SMS en disant votre cours est déplacé à 17h ce soir, ou la salle de classe a changé, ou à la minute près, à la seconde près où le prof a rentré l'information dans le système, il a prévenu le système informatique, l'information va être remontée aux élèves. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est autour de l'intégrité et la gouvernance de la donnée. Donc, par exemple, on travaille sur des nouvelles applications telles que le ThrawScore qui est disponible dans Snowflake. Et le but, c'est de permettre à des équipes métiers de travailler sur des datasets de qualité. Donc avec un niveau de confiance, avec des paramètres déjà donnés. Également, le but, c'est d'identifier la donnée sensible et de pouvoir la gouverner de A à Z. Donc on parle beaucoup de réglementation comme la RGPD, comme Sarbanes-Oxley ou la CCPA. Et donc le but, c'est de se rester compliant sur cette réglementation et d'éviter forcément les amendes. Donc, bien sûr de contrôler la donnée, de la sécuriser, de savoir qui y a accès, quand et comment. Voilà. Donc maintenant, ces piliers autour de la table fabrique, en fait, c'est simple, c'est très technique, mais il faut que ça serve une vision. Et donc nous, la vision qu'on partage chez Talend, c'est la vision qu'on appelle Data Health, ou en français, la santé des données. Donc la santé des données, au final, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut d'abord s'interroger sur la santé des données, c'est quel est le plus gros problème par rapport à la donnée? Est-ce que c'est le fait de pouvoir connecter toutes les sources entre elles? Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire de l'ingestion? Est-ce que c'est le fait de les connecter à d'autres systèmes? De faire de la data quality? Pas vraiment, en fait. Ça, on s'en moque. En fait, le plus gros problème par rapport à la donnée, c'est de pouvoir en tirer de la valeur. J'aime bien utiliser l'analogie de la chaudière. Lorsque vous achetez une chaudière chez vous, c'est pas forcément parce que ça fait beau. C'est parce que vous voulez de l'eau chaude et vous voulez passer un bon moment sous la douche. Donc c'est la même chose avec la donnée. En fait, il faut vous inviter, vous, en tant que professionnel de la donnée, qui avez accès aux sources, au système, à vous poser toutes ces questions-là. Les questions, c'est est-ce que vous trouvez de la valeur avec les données que vous avez? Et quelles sont vos priorités aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans les 6 prochains mois, la prochaine année, les 2 prochaines années? Quelles données vous avez besoin pour y répondre? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place tout ça? Nous, là-dessus, on peut vous aider. On peut vous aider avec Talend. Et en fait, on peut vous aider parce qu'on a cette vision de la santé des données. Vous avez la vision de votre business, vos priorités. Nous, on peut vous apporter ce qu'on a déjà fait, donc via nos partenaires ou en interne également. Et puis ensuite, vous avez juste à avoir votre data architecture. Et nous, on apporte les solutions par derrière qui vont se plugger à tous vos systèmes. La valeur de la donnée, elle se trouve pas qu'au niveau de l'IT. En fait, qui est-ce qui utilise la donnée au quotidien? Ce sont les métiers. Et les métiers, ils sont consommateurs de cette donnée. Ils ont besoin d'utiliser la donnée pour innover et pour aller plus vite dans leur business. Si on prend par exemple le cas des analystes, donc on a nos amis de Click ici. Les analystes, au final, c'est ceux qui sont en charge de créer les jolis camemberts, les jolis tableaux, les jolies courbes, qui vont peut-être aller au CFO, au marketing, un peu partout, et pour prendre des décisions. Si cette donnée qui est récupérée dans le data warehouse pour faire les jolies courbes, elle n'est pas de qualité, elle a été mal ingérée, au final, vous pouvez avoir tous les plus beaux outils BI du monde, les plus beaux outils de Receipt du monde, vos jolies courbes, vos jolis tableaux, ils ne seront pas forcément corrects et vous allez prendre de la décision sur la base de données incorrecte.
Par rapport aux ventes et au marketing, c'est le fait de pouvoir avoir des données de qualité dans votre CRM. Nous, chez Talend, on a des flux perpétuels qui tournent dans notre CRM qui font que nos numéros de téléphone sont à jour, les adresses sont à jour, on sait quand contacter, quel est ce qui a été fait en dernière place. Donc c'est assez simple de pouvoir avoir de la bonne qualité sur nos clients, nos prospects, et ainsi de pouvoir bien les contacter au bon moment. Par exemple, au niveau de la risque et conformité, je parlais de RGPD, de Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley, c'est une réglementation qui s'applique par exemple beaucoup dans le milieu des biotech. C'est des choses sur lesquelles nous, on peut interagir. La RGPD, la même chose. Les données sensibles, on sait les identifier. On peut permettre de répondre à la majorité de cette réglementation. Pour tout ce qui est les directeurs généraux, la DAF, les directeurs financiers, si on peut avoir de la donnée en temps réel et faire nos rapports d'analyse à nos investisseurs ou autres, c'est toujours plus pratique. Etc., etc. On agit vraiment sur tous les métiers, la supply chain en temps réel, la transportation, la logistique. On est vraiment une solution d'intégration de données qui s'applique vraiment à tous les secteurs d'activité et on a des très bons retours d'expérience client. Je vais vous parler du cas SNCF maintenant. Donc le cas SNCF, c'est un gros client à nous, qu'on travaille avec eux depuis 2014. Peut-être que certains d'entre vous ont pris un train ce matin pour venir ici. Oui. Tôt le matin, est-ce qu'il avait du retard? Je ne sais pas. Non, il n'avait pas de retard? Il n'avait pas de retard, très bien. Bon, moi j'en ai pris un il y a 2 semaines, il avait un petit peu de retard. 10 minutes, c'est pas beaucoup. Ça va, j'ai survécu. Eh bien, j'ai reçu un SMS comme quoi me disant que le train avait du retard. J'ai reçu également un SMS dans le train me disant que mon train allait arriver à l'heure, qu'il allait rattraper son retard. Et j'ai également reçu un SMS à la fin de mon voyage me disant que si j'avais oublié un bagage ou pas. Et également un rapport de satisfaction ensuite. Donc tout ça, c'est des nouveaux services qu'on met à disposition des clients et qui sont co-construits avec Talend et d'autres partenaires. Et le but encore, c'est d'améliorer l'expérience client. Et donc de pouvoir améliorer la satisfaction et donc reprendre la SNCF plus tard plutôt que éventuellement le concurrent italien qui vient d'arriver sur le marché. Voilà, c'était tout pour Talend. Je vais passer la parole maintenant à nos amis de Snowflake, si je ne me trompe pas. On est ravis de revenir faire des vrais événements physiques. La dernière fois que j'avais parlé pour Decidium, c'était en novembre, on était tous masqués, donc c'est bien déjà de voir des visages. Snowflake, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une entreprise américaine qui a été fondée par 2 Français, Thierry et Benoît, qui sont des vétérans de la data, qui étaient senior software architecte chez Oracle, et qui sont partis d'Oracle en 2012 avec un constat de grosse volumétrie de données, des formats de plus en plus complexes, et le monde de l'on-prem qui n'était pas en mesure de gérer tout ça. Donc la seule solution pour eux, c'était le cloud. Donc ils sont partis en 2012, ils sont enfermés dans un appartement à San Mateo pendant 3 ans, et ils ont finalement complètement recréé ce qu'on a appelé à l'époque un data warehouse dans le cloud. Aujourd'hui, c'est un peu plus que ça. Mais voilà, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une solution qui a été complètement créée pour le cloud et par le cloud. Donc on est une solution multi-cloud, donc d'abord AWS, on suivi Azure, GCP. Donc on est multi-cloud, cloud agnostique, enfin on est surtout agnostique américain, parce on travaille avec les 3 principaux cloud providers qui sont américains. Je ne vais pas vous faire toute la fresque, mais voilà, il y a eu une IPO il y a quelques temps, on a beaucoup de clients, ils sont tous très contents. Le constat qu'ils avaient fait à l'époque, au-delà des volumétries, etc., c'était que dans les entreprises, il y a de la donnée, il y en a partout. Par contre, le problème, c'est l'accessibilité de cette donnée. Donc il y a des silos un peu partout. On a des données dans des systèmes, dans des ERP, dans Salesforce, on a des données IoT, bref. Il y en a beaucoup, mais la difficulté, c'est finalement de rassembler tout ça dans un seul et même endroit. Et donc l'objectif de nos fondateurs, c'est vraiment de casser ces silos pour permettre aux entreprises d'être, c'est un peu de tarte à la crème, désolé, mais d'être data-driven. Si on fait le constat aussi un petit peu de ces silos, la difficulté que voient les clients, en tout cas dans le monde on-prem, c'est finalement un peu le plaque spaghetti que vous pouvez voir à l'écran. On a toujours en entrée des sources qui sont assez multiples, des formats différents qui viennent un peu partout. En sortie, on va avoir des consommateurs de la donnée.
Donc vos métiers, le marketing, la supply chain, des data scientists, dont l'objectif c'est de consommer de la donnée fraîche au bon moment avec les bons outils. Et au milieu de tout ça, ce qu'on voit, c'est un peu ce plat de spaghetti avec des données qui sont être présentes dans des data lakes, dans des dataware. On va dupliquer la donnée dans data mart pour créer des vues métiers, mais finalement ça complexifie beaucoup les choses. Donc nos fondateurs, ce qu'ils ont créé, c'est ce qu'on appelle nous le data cloud. Et le data cloud, c'est quoi? C'est un écosystème dans lequel les entreprises vont pouvoir accéder à leurs propres données de manière simple, sécurisée, avec toute la performance et la scalabilité du cloud, mais c'est passé un peu vite, mais également aux données externes à l'entreprise. Parce que nous, on voit beaucoup de valeur déjà à pouvoir analyser, requêter les propres données de l'entreprise, mais on voit encore plus de valeur si on peut y ajouter des données externes. Et ça, c'est vraiment la vocation de notre data cloud. Donc le data cloud, il y a 3 bénéfices, je viens d'en parler, le fait d'accéder à de la donnée de l'entreprise, vos données, la donnée de votre écosystème, vos partenaires avec qui vous partagez de la donnée et qui aujourd'hui peut-être vous dupliquez, vous faites des extracts Excel que vous envoyez via mail ou via des serveurs FTP. Donc en termes de gouvernance, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc comment je partage de la donnée facilement avec un écosystème. Et le 3e niveau, c'est on a créé une data marketplace qui permet à nos clients finalement de consommer des datasets fournis par des providers de données. Aujourd'hui, beaucoup en Amérique du Nord, mais de plus en plus en Europe. On peut capter des données météorologiques, des données démographiques, etc. Et pour des clients qui sont le plus avancés, être capable de finalement monétiser vos propres données au sein de cette marketplace. Le 2e bénéfice de notre data cloud, c'est d'être dans un environnement sécurisé avec de la gouvernance. Talent en parlait juste avant, on parle beaucoup de ce sujet de la gouvernance aujourd'hui. Je reviendrai après dans la partie architecture, qu'est-ce qu'apporte Snowflake dans ce cadre-là. Et le troisième pilier du data cloud, c'est le fait d'actionner finalement un écosystème de partenaires et de permettre aux clients et aux métiers d'utiliser leurs outils préférés pour faire leurs analyses. Je reviendrai aussi sur cette partie-là juste après. Donc finalement, le composant de notre data cloud, c'est la plateforme que je vais évoquer juste après, et puis c'est finalement vos données. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, encore une fois, poser des questions à Jérôme après, si vous en avez, n'hésitez pas. Mais en gros, l'idée, c'est de simplifier finalement le plat spaghetti que vous aviez vu tout à l'heure avec quelque chose d'un peu plus simple et surtout d'utiliser toute la puissance du cloud. Donc en entrée, on a toujours des sources de données qui sont assez multiples, des formats différents, etc., etc. En sortie, on a toujours des consommateurs de la donnée, encore une fois, qui veulent de la donnée fraîche, disponible, requêtable facilement avec leurs outils préférés. Et puis finalement, au milieu de tout ça, c'est le moteur de Snowflake, c'est la plateforme qui a été créée. Je reviendrai juste après sur quelques composants de l'architecture et pourquoi nos fondateurs, finalement, ils ont passé 3 ans dans un appartement à San Mateo à tout recréer. Vous l'avez compris, multi-cloud, donc on travaille avec les 3 cloud providers. Point important, parce que j'ai déjà eu la question, on ne stocke pas de données chez Snowflake, on n'est pas un cloud provider, on travaille avec eux, on a des instances dans leur data center, donc les données sont stockées chez eux, et nous on est finalement une couche d'abstraction dans leur data center, donc on est un pur SaaS. Et derrière, on travaille sur plein de cas d'usage avec nos clients, de l'ingénierie de données, donc comment gérer et maintenir des pipelines de données, avec Talent par exemple, ou d'autres solutions du marché, comment créer un endroit où finalement vous allez mettre toutes vos données, donc en ce moment-là on parle de data lake, si on veut normaliser, agréger des données de manière un peu plus construite, créer un data warehouse, vos équipes data science qui peuvent utiliser finalement tous les outils du marché, les data IQ, data robot et compagnie pour utiliser la puissance de Snowflake pour faire tourner leur modèle. Comment demain, aujourd'hui, un client est capable de construire une application plutôt orientée analytics directement au-dessus de Snowflake pour utiliser finalement toute la puissance et le fait d'avoir des données fraîches et de qualité. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, ce principe du data sharing, comment je suis capable de partager de la donnée facilement. Pour vous donner peut-être un exemple sur ce data sharing, vous connaissez peut-être, probablement d'ailleurs, Kiloutou. Il y a eu pas mal de témoignages qui ont été faits par Arnaud Maton de Kiloutou et qui donne un exemple assez simple. Il travaille avec une entreprise qui s'appelle PriceMove, qui fait de la gestion de l'optimisation du pricing. Avant Snowflake, le partage d'informations était quand même assez compliqué. Je crois que c'était tous les 2-3 jours qu'ils arrivaient à le faire. Avec le data sharing et cette capacité de partager de la donnée en temps réel, ils sont capables de mettre à jour les prix de Kiloutou 10 fois par jour. Est-ce qu'il y a besoin de le faire 10 fois par jour? Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'impact métier, ça peut avoir beaucoup de valeur. Et puis derrière, les cas d'usage sont assez illimités.
Juste très rapide point sur la partie architecture, ce qu'il faut noter, encore une fois je n'entrerai pas dans le détail, mais vous avez compris, cloud agnostique, il y a une séparation du stockage et du compute, donc le stockage est centralisé, il n'est pas dépendant de la capacité de calcul, c'est-à-dire que si vous avez besoin de scaler juste en termes de stockage, vous pouvez le faire, juste en termes de compute, vous pouvez le faire aussi, les deux ne sont pas liés, ce qui est moins vrai dans le monde de l'on-prem. Et aussi le point important, j'y reviendrai juste après, c'est qu'il y a toujours une seule version de la donnée. La donnée, elle n'est pas dupliquée, elle n'est pas copiée, elle est toujours présente une seule fois. Même quand je fais du data sharing et que je partage de la donnée vers l'extérieur, la donnée, elle est toujours chez moi. Et ça, c'est un point très important parce que vous maîtrisez finalement votre donnée. Et au-delà d'avoir séparé la capacité de calcul de la capacité de stockage, on a séparé le compute du compute. Ça permet de gérer finalement la concurrence. Vous avez autant de métiers que vous voulez qui peuvent aller taper dans la même donnée sur des besoins différents sans qu'il y ait de goulot d'étranglement et de concurrence. Et donc ça permet de gérer plein de projets en même temps. Je vérifie mon chrono. Et la partie cloud services, finalement, c'est un peu l'orchestration, le cerveau de la machine. C'est des services qui gravitent autour, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure les partenariats. Je ne vais pas rentrer dans la concurrence, mais il y a nos amis cloud providers ont des solutions concurrentes. La différence avec Snowflake, c'est que nous, on est un spécialiste de la donnée. Là où un Google, un Microsoft, un AWS vont avoir 100, 200, 300 services finalement à proposer, dont une partie sur la partie data platform, nous on est vraiment spécialiste et on ne va jamais être en concurrence de tous ces acteurs-là. L'idée c'est plutôt finalement même d'investir dans certaines entreprises. On a un fonds d'investissement chez Snowflake, on investit dans certains de ces acteurs-là. L'idée c'est de développer surtout des connecteurs entre ces outils et Snowflake pour permettre finalement ce que j'évoquais tout à l'heure, le côté actionner un écosystème, permettre finalement à vos métiers d'utiliser leurs outils favoris et d'avoir une bonne interconnexion avec Snowflake. Petit exemple, c'est une slide que j'aime bien présenter. Bon, je vous ai enlevé les logos, mais après c'est facile à personnaliser. L'idée de Snowflake, c'est aussi d'avoir une plateforme qui est globale et pour permettre à une entreprise de mettre à disposition de différentes entités de l'entreprise cette plateforme. L'idée, c'est d'avoir un point central, donc une facturation centrale, et de permettre à certaines enseignes, alors je travaille dans le retail, donc j'utiliserai le terme enseigne, mais certaines enseignes, par exemple, de gérer leur propre plateforme data et de permettre à ces métiers d'être assez autonomes, tout en ayant la capacité de se partager de l'information entre eux. Bien évidemment, il y a tous les mécanismes de sécurité qu'il faut pour que tout le monde n'ait pas accès à toutes les données de tout le monde, bien évidemment. Mais voilà, l'idée de ce slide que je trouve assez intéressant, c'est de montrer qu'on peut avoir vraiment une plateforme et une gestion globale. Alors vous avez une carte du monde, c'est pas forcément pour les entreprises que à dimension internationale, ça peut aussi être le cas pour une entreprise française, mais je trouvais l'image intéressante. Et puis derrière, comme je vous évoquais tout à l'heure, la capacité de consommer des datasets via notre marketplace. Rapide un peu résumé technique de ce que j'ai à peu près dit, et peut-être pas forcément tout, donc je vais finir justement là. Plateforme unique, une seule copie de la donnée, quels que soient les cas d'usage que vous gérez. Et après, on utilise là le terme de workload pour évoquer ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette capacité à gérer la partie ingestion de données, data lake, data science, etc. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est des cas d'usage. Le principe qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une seule version de la donnée sur une seule plateforme qui est unique. C'est un SaaS, donc on est une solution as a service. Pas d'impact en termes de maintenance, de mise à jour, etc. Pas de downtime. La plateforme Snowflake, elle est mise à jour une fois par semaine. Les clients ne s'en rendent pas compte. Par contre, chaque semaine, vous avez des nouvelles features qui arrivent. Et ça, il n'y a aucun impact pour les personnes qui administrent la solution. Et du coup, en termes d'administration, c'est quelque chose qui est assez minimal. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de gens pour la maintenir et ça permet à ces gens-là de se concentrer sur des tâches peut-être un peu plus intéressantes que du tuning. On est multi-cloud, cross-cloud parce que cross-région aussi. Quand je parlais tout à l'heure de la plateforme globale, une entreprise peut avoir plusieurs cloud providers. Ça, c'est important aussi. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des stratégies multi-cloud. Et ça, nous, on y croit beaucoup. Tout type de données, donc structurées, non structurées, semi-structurées. Et avec évidemment ce que j'ai évoqué tout à l'heure, toute la partie sécurisation et gouvernance qui est incluse. La performance, alors illimitée, on peut peut-être toujours trouver des limites, mais le fait de travailler dans le cloud, ça permet aux clients d'avoir en termes de stockage et de capacité de calcul
effectivement des choses qui peuvent aller très loin, et puis surtout la capacité de scaler de manière élastique et pratiquement immédiate. Et enfin, je terminerai à la fin parler un petit peu du business model qui est un peu différent des autres acteurs du marché. On est sur un paiement à l'usage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réservation de slot ou de réservation d'espace. Vous payez ce que vous consommez. Et ce que vous consommez, c'est principalement de la capacité de calcul. Le slide d'après, c'était un résumé un peu similaire. Et juste pour terminer, effectivement, le business model, donc contrairement à pas mal d'acteurs du marché, et c'est aujourd'hui dans l'air de temps qui vendent des licences en mode souscription, chez Snowflake, on a un modèle qui est assez différent, qui est un modèle pur as a service, en tout cas pour nous. Nous, on va vous vendre des crédits. Et ces crédits, ils sont liés finalement à la puissance de calcul et de l'espace de stockage dont vous allez avoir besoin. Le pricing, en fait, chez Snowflake, il est lié à 4 choses. Il est lié à la capacité de stockage dont vous allez avoir besoin, la capacité de calcul, bien évidemment, et ça c'est le plus important, les cloud services que j'évoquais tout à l'heure, et il y a aussi une partie sur l'édition que vous allez choisir en fonction des caractéristiques de sécurité que vous voulez rajouter peut-être par rapport à votre environnement. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est surtout lié à la capacité de calcul. La plateforme Snowflake, ce qu'elle va vous apporter, il y a beaucoup de choses, mais en termes de pricing, ce qui va faire la grosse composante du prix, c'est justement cette capacité de calcul. En fait, ce qu'on a fait, on a créé ce qu'on appelle, nous, des tailles de t-shirts. Le coût de Snowflake, finalement, ça va jouer par rapport à des crédits. Un crédit, c'est quoi? C'est une heure d'un entrepôt XS qui tourne, c'est un entrepôt XS qui tourne pendant 1 heure. Sachant qu'on a une granularité assez fine, puisque les crédits qui sont décrémentés, c'est à la seconde, à partir de la première minute. Donc après, plus on double la taille de t-shirt, enfin plus on augmente la taille de t-shirt, et à chaque fois on double la capacité de calcul et on double le coût. Pour information, un crédit, donc 1 heure d'entrepôt XS, c'est 3 €. Ça ne vous dira pas forcément beaucoup plus, mais ça donne un ordre d'idée. Et en gros, pour vous faire une petite animation, avec cette super souris, ça va être génial. L'idée, c'est quoi de Snowflake? Donc, Snowflake, c'est une plateforme dans laquelle vous allez stocker vos données. Et derrière, vous allez utiliser de la capacité de calcul. Donc chaque roue crantée qui s'affiche à l'écran, c'est de la capacité de calcul. Et la lettre qui s'affiche, c'est la taille de t-shirt. Donc c'est le niveau de puissance que je vais y allouer. L'idée, c'est d'utiliser cette capacité de calcul de manière dynamique pour tous vos cas d'usage. Donc ingérer de la donnée en batch ou en streaming avec vos outils TL favoris. C'est transformer cette donnée. C'est votre DAF qui doit créer son rapport annuel et qui a besoin à un moment donné d'une grosse puissance de calcul et que ça se fasse vite. C'est vos utilisateurs data science qui font tourner des modèles soit en code directement, soit avec leurs outils favoris. C'est vos utilisateurs supply chain, marketing et compagnie qui font tourner des rapports également avec leurs outils favoris. Et puis derrière, c'est quoi? C'est la capacité de scaler en fonction des besoins. J'ai mes data scientists qui ont un modèle un peu compliqué à faire tourner, ils ont besoin de plus de capacité de calcul. À la volée, ils sont capables finalement d'augmenter cette capacité de calcul. J'ai beaucoup de personnes en parallèle qui veulent faire tourner des rapports sur la même donnée. Je suis capable de rajouter finalement un warehouse en parallèle. Et puis je suis capable de réduire, d'éteindre, d'allumer de manière très dynamique la capacité. On appelle ça des virtual warehouses, je ne sais pas si je l'avais précisé. Et juste la dernière chose, j'évoquais tout à l'heure le data sharing, donc cette capacité à partager de l'information. Finalement, on utilise aussi de la capacité de calcul pour le partage. Que ce soit sur la marketplace ou en direct sharing vers un de vos partenaires, on utilise la capacité de calcul, la donnée est toujours présente chez vous et elle est mise à disposition. Et dernière petite fonctionnalité qui est assez sympa aussi, qu'on appelle chez nous le zéro copy clone, vous avez la capacité de créer finalement un espace de développement ou de test sans pour autant dupliquer votre production. Et pareil, vous utilisez de la capacité de calcul pour le faire. Le seul delta qu'il y aura en termes de stockage, c'est ce que vous aurez créé dans cet environnement. Donc voilà, Snowflake, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de dynamiquement allouer de la puissance de calcul en fonction des cas d'usage et de permettre à vos métiers finalement de bénéficier de performance et du coup surtout d'avoir des rapports qui s'affichent au bon moment. Bon, j'en ai parlé rapidement. Voilà, on a plein de clients, ils sont très contents. Le plus intéressant, c'est quand même de les écouter parler, donc vous aurez tout à l'heure un témoignage. Et j'en ai fini. Merci. Donc moi, je vais vous présenter la vision Qlik en termes de données. Avant de vous présenter la vision, je vais vous présenter ou vous représenter Qlik pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Qlik, en quelques chiffres, c'est un éditeur de logiciels dans le domaine de la
on est bon. Dans le domaine de la business intelligence, créé en 1993 en Suède. Nous avons maintenant notre siège à Radnor. Nous comptons plus de 40 000 clients. Nous sommes présents dans plus de 100 pays. Nous travaillons avec plus de 1700 partenaires à travers le monde. Nous travaillons avec une centaine de partenaires en France, dont Decideum fait partie depuis plus de 10 ans, et c'est un de nos partenaires stratégiques. Alors, Qlik fait partie des solutions les plus reconnues par les cabinets d'analyse. Nous sommes placés comme leader dans le Gartner, dans le Magic Quadrant des solutions de BI et d'analytics depuis maintenant 12 ans. Donc, nous travaillons avec tout type de clients, tout domaine d'activité, que ce soit du secteur public, du secteur privé. Donc, je vous ai mis un échantillon dernier mois, et puis il y a un échantillon également devant moi, j'imagine. Alors, aujourd'hui, on parle de données. Donc, le défi des données est réel pour les organisations dans le monde entier. Donc, on sait qu'après des milliards de dollars d'investissement sur le marché dans des solutions de données et d'analyse, les organisations obtiennent que des résultats très limités. Donc ça, je vais dire, les recherches indiquent que seulement 44% des organisations disposent de suffisamment de données pour prendre des décisions, et les dirigeants ont du mal à transformer ces données et ces informations en valeur. On sait également que 29% déclarent obtenir des résultats commerciaux transformationnels. Et enfin, 35% des cadres considèrent que la faible maîtrise des données, le manque de compétences pour faire confiance et agir sur ces données est un véritable obstacle. Voilà. Et pour autant, la recherche montre également que les meilleures organisations peuvent générer des rendements et de la valeur si elles sont capables de surmonter les obstacles liés à l'adoption de ces solutions de données et d'analyse. 76% des cadres ont noté que l'efficacité opérationnelle avait été améliorée. 75% des décideurs d'entreprise déclarent que le chiffre d'affaires a augmenté. Et enfin, 74% des cadres ont déclaré que la rentabilité avait augmenté. Alors là, la question se pose, pourquoi l'écart est-il si grand entre la réalité de la majorité des entreprises aujourd'hui et les entreprises qui génèrent finalement du rendement ? L'un des plus grands, en fait, la réponse à la question que je viens de poser précédemment, c'est que l'un des plus grands obstacles est que nous, en tant qu'industrie, nous avons compartimenté 2 domaines distincts autour de l'intégration de la donnée et de la business intelligence, créant historiquement des solutions détenues respectivement par l'informatique et par l'entreprise. Donc ça va créer, cette compartimentation va créer un manque d'alignement entre les équipes et a souvent été un moteur majeur des investissements dans le shadow IT, ce qui va provoquer en fait un manque de gouvernance des données. En fait, les DSI et l'organisation informatique font de leur mieux pour mettre à disposition les données, mais les métiers, les line of business comme on les appelle, ne croient toujours pas qu'ils aient le bon accès aux données dont ils ont besoin pour pouvoir prendre des décisions. Ce manque d'alignement a donné naissance à des nouveaux métiers, à des métiers comme les CDO, les Chief Data Officers, qui vont se concentrer pour réduire l'écart entre ces deux mondes. Et ce modèle de compartimentation de données conduit naturellement à une approche passive des données et de l'analyse, ce qu'on va appeler en fait la BI passive, la BI traditionnelle, qui va plus avoir un rôle d'information, mais pas forcément un rôle d'action. Donc les utilisateurs vont plus être informés sur la donnée, mais ne vont pas pouvoir agir et prendre des décisions. Donc le résultat est que l'informatique dispose généralement de plus de données que l'entreprise elle-même pense avoir. Et cela va laisser une petite intersection, on ne le voit pas ici, mais l'intersection en vert, entre l'informatique et l'entreprise. Donc pour l'informatique, il va être difficile pour eux de démontrer la valeur qu'ils apportent au sein de l'entreprise. Et l'entreprise, elle, va essayer de répondre à des questions stratégiques auxquelles les données existantes ne peuvent pas toujours répondre, ou au moins les données auxquelles elles ont facilement accès, ce qui va laisser d'énormes angles morts dans l'entreprise. Et donc chez Qlik, notre approche va consister à combiner ces 2 domaines en un seul pipeline de données, de bout en bout, en rationalisant directement la livraison des données afin de maximiser la valeur commerciale. Et donc, on va passer d'une BI passive à ce qu'on appelle la business intelligence. Et donc, ça va être le retour sur investissement tant attendu par les dirigeants, comme on le voyait dans les précédents slides. Et on va y parvenir en étendant le cycle de vie des données. Comment on va faire ça ? Eh bien, en générant des informations grâce à l'analyse et à la collaboration tout au long du processus, en les intégrant dans les processus métiers et surtout en déclenchant des actions éclairées. Voilà. Donc, en unifiant finalement ces 2 mondes, le but du pipeline est simple. D'abord, libérer les données de ces silos en temps réel si possible, permettre aux utilisateurs de le retrouver, ce pipeline de données simplement, de l'enrichir
et d'en tirer des données dérivées. Et enfin, permettre à un maximum de personnes de comprendre et de découvrir des idées qui peuvent être consommées n'importe où. Et ça, c'est le fondement de notre vision de l'intelligence active, c'est que les données doivent appartenir et à l'informatique et à l'entreprise. Donc chez Qlik, on y parvient grâce à une plateforme de services de données et d'analyse fournie sur une seule plateforme cloud ou on-premise. Donc là, voilà. Donc ça, il s'agit de notre plateforme, ce qu'on appelle Client Manage, donc on-premise, où les données sont hébergées chez les clients. Donc elle est ouverte à tout cas d'utilisation de l'analyse. Donc Qlik, nous mettons à disposition les moyens techniques pour prendre des décisions de n'importe quel endroit et de pouvoir les déplacer là où vous voulez. Avec notre plateforme d'intégration de données à gauche, qu'on va appeler Qlik Data Intégration ou QDI, avec le Change Data Capture, qui va permettre de récupérer des données en temps réel, de pouvoir alimenter des data lakes, des data warehouses. Donc cette plateforme se veut agnostique. Nous pouvons très bien adapter en fait, ou proposer nos produits QDI sur des solutions autres que Qlik, bien que nous pensons que la solution Qlik est la meilleure évidemment. Au travers de notre plateforme QDA, donc Qlik Data Analytics, Qlik offre également une expérience d'analyse de données de bout en bout. Elle va prendre en charge un ensemble de fonctionnalités d'analyse en libre service et intégrées, des tableaux de bord guidés, sans oublier la mobilité, l'analyse conversationnelle, les rapports, l'alerting, etc. Et enfin, Qlik Catalogue, qui se situe entre ces deux plateformes et qui va être en fait le lien entre les deux mondes, entre le monde de l'informatique et le monde de l'entreprise, qui va en fait avoir un rôle de connecter les données de nos capacités d'intégration des données en les insérant dans un environnement d'analyse. Et donc cette plateforme de bout en bout permet de libérer les données, de pouvoir trouver ce qui est pertinent, de comprendre ce qu'il y a derrière les données et de pouvoir agir et prendre les meilleures décisions et finalement créer de la valeur avec ces données. Cette plateforme Qlik Intelligence Active, comme on l'appelle, est ce qui permet la création de pipelines de données d'analyse. Donc elle est optimisée par Qlik Cloud et elle va fournir tous les services de données et les services d'analyse dont vous avez besoin pour transformer vos données brutes en actions éclairées. Donc on va avoir un certain nombre de fonctionnalités intégrées dans nos licences, comme le Hybrid Data Delivery, qui est une fonctionnalité qui permet de répliquer des données en temps réel, de les cataloguer, ces données, et de pouvoir les transformer en QVD. On va par exemple avoir dans nos solutions, intégré dans nos solutions le Qlik Application Automation, qui va vous permettre de créer des processus dynamiques qui vont réagir automatiquement à des événements métiers et déclencher des actions éclairées dans vos applications SaaS. On va pouvoir aller jusqu'à 500 applications SaaS. Le Data Warehouse Automation, qui va vous permettre d'accélérer et de simplifier le cycle de vie de votre Data Warehouse afin d'obtenir plus rapidement des insights. Donc il s'agit de la seule plateforme cloud conçue pour aider les organisations à passer d'un ensemble d'outils passifs à un ensemble d'outils actifs qui fournit des informations en temps réel et donc qui va vous obliger à prendre des actions et à prendre les meilleures décisions. Donc avec cette plateforme de SaaS ouverte, vous avez la possibilité de choisir comment et où vous allez pouvoir stocker et analyser vos données. Avec une offre qu'on appelle QlikForce, nous vous offrons tout le meilleur du SaaS en vous permettant à vous, clients, de pouvoir héberger vos données où vous le souhaitez. Et surtout déployer vos analyses où vous le voulez. Alors pour résumer, notre stratégie repose sur 3 principes fondamentaux. Donc le principe du SaaS. Donc le marché, on le sait tous, se tourne clairement vers le cloud et vers la consommation de services SaaS. Donc nous reconnaissons que chaque organisation a son propre rythme pour pouvoir faire ce voyage dans le cloud. Donc nous mettons à votre disposition des solutions qui vont vous permettre de faire ce voyage dans le cloud facilement. Deuxième principe, qui est le principe des données, nous allons créer des solutions qui vont vous permettre à vous, clients et aux organisations, de pouvoir héberger vos données où vous le souhaitez. Et de récupérer en fait de la valeur à partir de ces données, quel que soit votre emplacement. Et en fait, le principe des clients. Nous mettons nos clients au centre de notre plateforme et de nos choix dans nos solutions. Et nous savons que notre plateforme répond à un certain nombre de cas d'usage de nos clients. Bonjour à tous, je me présente, Charlie Fréjec, je suis le responsable BI et Data pour le groupe Petit Forestier. L'objet de cette présentation, ça va être vraiment de vous partager notre histoire avec la BI et comment finalement est-ce qu'on a construit notre pôle BI et Data il y a maintenant un peu moins d'1 an et demi en utilisant les 3 technologies pour lesquelles vous venez d'avoir une présentation, Snowflake, Qlik et Talend.
Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est plusieurs points. Premièrement, je vais vous présenter notre groupe pour que vous puissiez un peu le dimensionner, le comparer avec votre propre organisation. Ensuite, on va parler du contexte de création du pôle BI et finalement pourquoi est-ce que notre COMEX a souhaité accélérer la création du pôle BI. Ensuite, je vais essayer de vous présenter très rapidement l'historique de nos réalisations, c'est-à-dire en 1 an et demi ce qu'on a réussi à faire, par quoi on a commencé et comment Decidium aussi nous a épaulés dans tous ces sujets. Ensuite, je vais vous parler du choix des outils. Finalement, répondre à pourquoi est-ce qu'on a choisi cette combinaison d'outils, Snowflake, Qlik et Talend, et quelle synergie on a réussi à tirer de chacun de ces outils. Ensuite, je vais vous parler du choix du process d'intégration. C'est très important. C'est un sujet qui a été très épineux chez nous au côté BI. Donc, j'ai essayé de vous expliquer un peu le chemin qu'on a parcouru pour vraiment déterminer le process d'intégration data parfait. Ensuite, je vais vous parler de notre programme Data Champion. Globalement, de la BI, c'est effectivement des points techniques, mais c'est aussi beaucoup de métiers, c'est aussi beaucoup d'adoption d'outils. Et je vais vous expliquer en quoi mettre un programme de Data Champion en place permet justement une efficacité, j'ai envie de dire encore doublée par rapport à ce que les outils peuvent apporter. Ensuite, une fois qu'on aura vu tous ces points, je vais simplement vous parler des bénéfices apportés par la BI et ces 3 technologies. Ensuite, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Ensuite, une rapide aparté pour vous parler, après 1 année et demie, quels sont les prochains enjeux, les prochains challenges que nous allons rencontrer. Et ensuite, on va finir avec les conseils d'une petite année et demie d'expérience, ce qu'on a été capable de faire et peut-être qui vous serviront aussi. On va finir par les apports de Decidium qui nous ont accompagnés pendant cette année et demie de travaux BI. Et enfin, peut-être finir sur un use case très concret pour vous parler du DSO qui est un KPI financier. Globalement, c'est un KPI qu'on fournissait avant fichier Excel. Donc, je vais vraiment vous présenter l'avant-après, ce qu'on était capable de faire via du fichier Excel versus ce que ces 3 outils nous ont permis de produire pour notre groupe. Donc, commençons très rapidement par une présentation du groupe Petit Forestier. Globalement, Petit Forestier est le leader européen de la location de véhicules, meubles et containers frigorifiques. Pour faire simple, on loue des véhicules, des meubles ou des containers à des clients qui utilisent la chaîne du froid ou qui sont impactés en tous les cas par la réglementation de la chaîne du froid. Ça va être donc principalement des clients qui travaillent dans l'agroalimentaire, des grands groupes d'hypermarchés, des pharmacies, des grands noms de la restauration collective et même aussi du particulier, du petit boucher, le restaurant qui est au coin de la rue. Globalement, le point qui est important ici aussi, c'est peut-être la taille. On est une entreprise à un peu plus de 800 millions de chiffre d'affaires, environ 4500 collaborateurs. Et au niveau de nos insets, on a donc environ 62 000 véhicules, 4200 meubles et 47 000 containers. L'autre point qui est peut-être important de souligner, c'est qu'on est présent à l'international. On a plus de 300 sites répartis entre l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les États-Unis, avec toutes les contraintes que ça va entraîner en termes d'intégration de données et d'ordonnancement justement des flux avec les différents fuseaux horaires. C'est un point qui était très important pour nous. Donc commençons vraiment dans le vif du sujet pour vous expliquer le contexte de mise en place du pôle BI. Et finalement, pourquoi est-ce que Petit Forestier a accéléré la création d'un pôle BI? Tout a débuté en mars 2021, on est en plein pendant le premier confinement. Et pour vous expliquer un peu la structure Petit Forestier, on est une entreprise familiale qui a grandi très très rapidement pour atteindre un peu plus de 800 millions de chiffre d'affaires. Et elle a conservé cette organisation très familiale, ce qui d'un point de vue humain est absolument prodigieux, mais d'un point de vue référentiel client, partage de données, intégration entraîne certaines difficultés. Donc à la lumière de ça, globalement, on était un groupe qui utilisait énormément de fichiers Excel. Chaque département avait sa propre table de faits, ses propres référentiels clients, fournisseurs, utilisait ses propres définitions de KPI. On n'avait aucune rigueur, aucune réglementation claire en ce qui concerne la gestion des données. On avait seulement 2 producteurs de données. On avait notre service contrôle de gestion qui s'occupait pour nous de produire toute la donnée financière, donc, qui finalement allait un peu au-delà de leur rôle. Il ne faisait pas simplement qu'analyser la donnée, il la produisait aussi via des requêtes SQL, etc. Et on avait aussi notre support niveau 1 qui est basé au Maroc, qui en recevant des tickets s'occupe de faire des requêtes SQL. Donc on était très très loin d'une organisation BI optimale. Et tout ça a bien sûr changé avec l'impulsion du COMEX qui, justement, durant cette période Covid, ils ont décidé de créer une cellule de crise pour pouvoir piloter l'activité durant cette période un peu compliquée. Ils se sont aussi très vite rendus compte de plusieurs choses.
La première, c'est une très grande difficulté finalement à obtenir de la donnée consolidée rapidement. Deuxièmement, même modifier des rapports historiques existants et prenait énormément de temps. Troisièmement, on avait des outils legacy qui étaient très difficilement connectables entre eux. Dès qu'on voulait faire du croisement de données, des jointures un peu complexes, c'était tout de suite très compliqué. Quatrièmement, notre seule source de données, je dirais, était uniquement SQL. Notre seul outil de data visualisation, c'était de l'Excel. Et le dernier point, il nous manquait clairement, je pense, un manque de rigueur dans les règles d'input de nos données dans les outils sources, ce qui créait inévitablement des problèmes de data quality. Et donc à la lumière de tous ces points, notre COMEX a vraiment souhaité accélérer en tous les cas le côté data-driven de l'entreprise et créer un pôle informatique décisionnel, un pôle BI et data qui serait axé autour de 4 points. Donc, le premier, vraiment, ça va être d'accélérer et améliorer la prise de décision, c'est-à-dire créer des KPI uniques, avoir des définitions claires pour l'ensemble du groupe, qui soient répartis vraiment, peu importe le pays dans lequel on se trouve ou le département dans lequel on travaille. Ça va être ensuite vraiment organiser les processus internes et rationaliser le processus de collecte, c'est-à-dire sortir du process brouillon que je vous ai décrit, à savoir le contrôle de gestion qui produit de la donnée ou le support niveau 1, avoir une data factory qui s'occupe vraiment d'acheminer la donnée des outils sources vers l'outil de data visualisation en passant par le data lake. Ensuite, l'idée va vraiment être d'augmenter l'efficience d'exploitation. Donc on était une entreprise familiale qui se basait aussi beaucoup sur l'intuition pour prendre des décisions. Je ne sais pas si vous connaissez ça aussi dans vos groupes, mais globalement, le manque de chiffres, le manque de rigueur justement dans nos bases de données faisait qu'on se basait beaucoup sur l'intuition. Et le but a été vraiment de d'éradiquer ça pour se baser sur des faits, sur des métriques clés et concrets. Et le dernier point aussi important, ça va être essayer de générer de nouveaux revenus. De créer vraiment de nouveaux revenus, c'est-à-dire monétiser notre donnée qui sera propre, nettoyée, tout en améliorant l'expérience client derrière cela. Donc une fois que tout ça, ça a été dit, une fois que le pôle BI a été acté par notre COMEX, il y a différentes étapes qui se sont succédées. Donc globalement, voilà les différentes étapes qu'on a connues chez Petit Forestier pour créer ce pôle BI. Très rapidement, une fois que le COMEX a acté effectivement la création d'un pôle BI, on est à peu près en août 2020, et on a pris à peu près 6 mois avec mon DSI, mon CTO, pour créer une task force, rencontrer des éditeurs pour prendre notre décision. Donc vraiment, l'idée était vraiment de construire un pôle orienté autour de 3 points, un ETL et l'intégration de données, du stockage de notre donnée et la data visualisation pour commencer. On a donc rencontré plusieurs éditeurs. Côté ETL, c'est peut-être le seul qu'on n'a pas challengé parce qu'on avait déjà Talend dans la maison et on était assez content de la solution, donc on l'a conservé. Côté Data Lake, on a rencontré, je pense, Snowflake, GCP et Redshift. Côté data visualisation, on a mis en compétition Tableau et Qlik. Globalement, l'idée était de leur présenter différents POC pour vraiment nous prendre notre décision claire sur les mêmes périmètres. Et on est très vite venu à la décision de conserver Qlik, Snowflake et Talend, et je rentrerai un peu plus en détail plus tard sur le pourquoi. Donc globalement, une fois que le choix des outils a été fait, on a pu commencer à construire en février 2021 notre premier use case avec l'aide de Decideum, qui était le use case que je vais vous présenter tout à l'heure, le DSO. Globalement, le DSO, c'est un KPI financier, ça permet de mesurer le risque client, le recouvrement client. Et c'est un premier use case qu'on a livré avec extrêmement de difficultés. Pourquoi? Pour 2 raisons majeures. La première, ça va être notre dette technique, ce que j'espère était notre dette technique, c'est-à-dire qu'on avait un ERP Finance qui n'était pas forcément créé, maintenu pour partager ces données efficacement. On ne pouvait intégrer les données que sous une fenêtre de nuit. Deuxièmement, on a décidé sur Talend de conserver les mêmes moteurs qu'on utilisait pour des sujets hors BI, ce qui faisait qu'on avait un ordonnancement un peu peut-être complexe et que certaines choses se chevauchaient. Et au-delà de ça, on avait aussi des requêtes SQL historiques pour créer justement, alimenter le DSO qui étaient complètement obsolètes pour de la BI. Donc voilà pourquoi ça a été vraiment très compliqué de livrer ce premier sujet. On a vraiment réussi à surpasser tous ces points-là avec l'aide de Decideum
pour livrer ce premier use case, et à peine 2 mois après la création du pôle BI et Data, on avait déjà 30 utilisateurs sur clic qui pouvaient exploiter et utiliser de la donnée, ce qui était plutôt prometteur. Suite à ce premier use case qui a été livré dans la douleur, on est parvenu vraiment à utiliser tout ce qu'on a pu apprendre pour un peu accélérer. On a livré 2-3 use cases supplémentaires, notamment des sujets plus commerce ou exploitation. Et 6 mois après justement le début de ce pôle BI et Data, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que notre process d'intégration des données était loin d'être optimal. On avait vraiment des temps de traitement qui étaient vraiment énormes. Globalement, on n'a qu'une fenêtre de nuit pour intégrer nos données, pour éviter d'impacter nos outils de production en journée. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, on avait quasiment utilisé toutes les ressources possibles de cette fenêtre de nuit. On n'arrivait plus à intégrer de données. On avait énormément de soucis sur Talend à cause de notre manque d'organisation dans le cluster des données. Ce qui fait qu'on a souhaité vraiment modifier notre process d'intégration. Donc c'est un point peut-être que vous rencontrerez si vous voulez aussi mettre en place de la BI. On a complètement modifié notre process d'intégration et je rentrerai un peu plus en détail dessus pour utiliser des process cibles clés que Snowflake nous a aidé aussi à installer. Une fois que ça a été fait, au bout de 6 mois également, on s'est rendu compte que même si la BI était très prometteur, le but était vraiment que ce soit nos métiers qui puissent sans vraiment l'utiliser au quotidien et pouvoir en tirer des bénéfices certains. C'est pour ça qu'on a mis en place un programme Data Champion, dont je vais le détailler un peu plus en détail tout à l'heure. Mais globalement, c'est l'idée d'avoir des relais BI au sein de notre groupe qui puissent nous épauler sur des sujets comme centraliser les demandes, être formé à clic pour pouvoir traiter déjà les premières demandes des métiers qui peuvent arriver. C'est un point qui nous a vraiment aidé à propulser la BI chez Petit Forestier. Une fois que ça a été dit, à peu près 3 mois plus tard, on s'est encore rendu compte que notre process d'intégration finalement n'était pas si optimal que ça, notamment côté Snowflake. On n'avait pas du tout pensé à optimiser, j'ai envie de dire, ou d'un point de vue fonctionnel, l'organisation des bases de données, des schémas qu'on peut trouver chez Snowflake. Donc on a complètement redimensionné, redessiné notre intégration et notre architecture Snowflake. Et pareil, je vous le présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Tout ça pour vous dire que depuis qu'on a ce process clé en main, qui nous a pris à peu près un peu plus de 6 mois quand même à être mis en place, à vraiment trouver les bonnes pratiques, on est plus ou moins sur un rythme de croisière. On arrive à livrer 2 à 3 use cases vraiment clés en main tous les 2 mois. Et entre chaque 2 mois, on alimente toujours des data marts, des data warehouse pour que nos équipes métiers puissent eux-mêmes créer leur propre analyse ad hoc. Aujourd'hui, avec un peu plus d'1 an d'utilisation de la BI, on est à environ 300 utilisateurs clics au sein de notre groupe répartis sur l'ensemble des pays que je vous ai décrit un peu plus tôt. Donc c'est plutôt quelque chose dont on est content. La BI s'est plutôt bien répandue et les utilisateurs métiers sont aussi très contents des 3 outils, notamment de Click, qui est l'outil qu'ils utilisent le plus au quotidien. Donc globalement, voilà le choix des 3 outils qu'on a souhaité prendre, Talend, Snowflake et Click. Je passe rapidement. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vraiment essayer de rentrer dans le détail, essayer de vous expliquer pourquoi chez Petit Forestier, on a choisi cette combinaison d'outils. Globalement, le premier, Talend. Comme je vous l'ai dit, Talend, premièrement, on l'avait déjà dans la maison avant même de penser à accélérer les sujets BI. On souhaitait réellement aussi conserver nos données en interne. C'est vrai que Talend propose l'avantage de vouloir conserver chez les clients, chez leurs serveurs en tous les cas, les 2 moteurs, les Remote Engine Talend, ce qui était vraiment un point positif pour nous. On ne se voyait pas passer sur une solution 100% cloud et d'ouvrir nos bases de données sur le cloud. On s'est aussi rendu compte à cause de ça, justement, en rencontrant en tous les cas d'autres éditeurs qui proposent peut-être des solutions 100% cloud et 100% cloud et qui sont, on va dire aussi no-code. On s'est rendu compte que, la reprise, c'est-à-dire le transfert d'informations de Talend qui demande forcément un peu de code un peu plus complexe, pour les transférer sur du no-code, c'était jamais simple, que les accompagnements étaient très difficiles à trouver chez des prestataires. C'est pour ça aussi qu'on a souhaité rester chez Talend. Le deuxième point, c'est qu'on a des connecteurs natifs Snowflake côté Talend, ce qui permet aussi de faire des intégrations assez simples. Il crée la synergie avec Snowflake et Click.
Autre point très important, c'est qu'on a aussi des connecteurs GCP, et justement pour notre process d'intégration que je vais vous présenter, c'était aussi vraiment optimal pour nous d'utiliser Talend. Côté Snowflake, c'est un des outils pour lesquels on est vraiment le plus content, on va dire. La première idée, c'est qu'il conserve le langage SQL. Donc on avait beaucoup en interne d'utilisateurs d'SQL, qui fait qu'ils n'ont pas du tout été perturbés en tous les cas par le passage côté Snowflake. Le deuxième point important, c'est l'idée qu'on a aussi une synergie avec Talend et Qlik. On a des composants Talend Snowflake, comme je viens de le dire, natifs dans l'outil Talend, et on a aussi des connecteurs Snowflake côté Qlik, ce qui fait que notre intégration de données, finalement, est toujours très simple, très naturelle en tous les cas, entre ces trois outils. L'autre point important aussi que je peux voir en interne, c'est qu'on est sur un outil entièrement cloud, et l'avantage premier que je vois à ce dernier point, c'est qu'on n'a pas à gérer les montées de version, c'est fait automatiquement, et on n'a pas surtout à solliciter notre équipe infra qui est déjà très chargée pour s'occuper de ça, ce qui les soulage aussi énormément, et c'était un point sérieux qu'on a considéré côté Snowflake. L'autre point aussi très important, ça va être la question de l'architecture. Ce qui a un peu été présenté tout à l'heure côté Snowflake, c'est l'idée que l'architecture est vraiment pensée sur trois niveaux. On va vraiment avoir un niveau stockage, donc on va avoir uniquement toutes les données sous un stockage cloud centralisé, c'est tout. La partie calcul, on va avoir vraiment des clusters de calcul indépendants qui ne s'impactent pas les uns les autres, ce qui est vraiment très logique, on va dire, dans une utilisation quotidienne. Et troisièmement, la partie service qui permet vraiment de coordonner et de gérer l'ensemble. Maintenant que tout ça, ça a été dit, effectivement, ensuite, je pense que ce qui est important, c'est parler de la tarification. Talend est un outil pour lequel la tarification se fait au réel, c'est-à-dire qu'on ne paye que ce qu'on a consommé à la fois pour la performance et la capacité. Et le point vraiment avantageux, c'est l'idée qu'on puisse le piloter de manière très précise. C'est-à-dire qu'à chaque intégration de nouveaux flux, à chaque intégration de stockage supplémentaire côté Snowflake, c'est vrai qu'on peut mesurer efficacement combien ça va nous coûter et du coup faire des prévisions peut-être de manière un peu plus optimale. L'autre point important aussi, c'est encore une fois la synergie côté GCP pour notre process qui est très important. Et pour conclure, côté Snowflake, jusqu'à présent, pour vous faire un retour, on n'a vraiment eu jamais aucun problème, que ce soit côté capacité, que ce soit côté stockage. L'outil a toujours répondu à l'ensemble de nos demandes. Et l'idée surtout d'avoir la main toujours sur les warehouses, sur le nombre de clusters à utiliser, fait qu'on trouve toujours des solutions. Quand on a vraiment des flux qui prennent trop de temps, on a toujours un moyen d'optimiser, on va dire, ce flux d'intégration, de réduire les temps d'intégration pour répondre aux besoins techniques, mais aussi métiers. Troisième point, l'outil de data visualisation. Donc c'est l'outil qui est utilisé vraiment le plus par nos métiers, 300 utilisateurs aujourd'hui, je vous en parlais. Donc globalement, que dire sur Qlik? Premièrement, très user-friendly. C'est vrai que chez Petit Forestier, on l'a comparé premièrement à Tableau, et avant on avait l'habitude d'utiliser la BI, on va dire, l'outil de DataVis côté Salesforce, Einstein Analytics. Et c'est vrai que Qlik se montre être très user-friendly. J'ai été étonné de voir que parmi nos 300 utilisateurs, on a à peu près la moitié aujourd'hui qui se sont mis à scripter directement dans Qlik. Donc c'est pour vous dire que tout est possible entre guillemets et que l'outil apporte vraiment ce côté simple d'utilisation. Le deuxième point, et j'ai envie de vous dire de partir chez Qlik uniquement pour ça, c'est le principe d'associativité qui est pour moi extrêmement important. En tous les cas, une fois qu'on commence à l'utiliser, c'est vrai que c'est compliqué de s'en passer. C'est l'idée de pouvoir sortir vraiment des analyses drill down ou des analyses linéaires classiques. On peut vraiment passer du macro au micro ou du micro au macro comme on le souhaite. Et c'est aussi le principe de réponse et de non-réponse. C'est vrai qu'on est tous frustrés au quotidien lorsqu'on fait un filtre de perdre effectivement toutes les données qui ne sont pas incluses dans ce filtre. Qlik permet vraiment de pouvoir, même quand on applique un filtre, de conserver une vision sur tous les éléments qui ne sont pas inclus dans ce dernier. Et pour moi qui ai l'habitude de traiter de la donnée, on va dire de manière quotidienne, ou de tester tous les nouvelles arrivées de données avec Qlik, c'est vrai que c'est une fonctionnalité pour laquelle on peut difficilement se passer, en tous les cas revenir en arrière par la suite.
Autre point important, ça a été de conserver notre logique cloud. Donc même logique, les montées de version se font automatiquement, ça soulage un peu nos équipes infra. La puissance de calcul et la vitesse, effectivement, qui sont très optimisées grâce au QVD. C'est vrai que ça ne nous a pas été présenté, et pourtant les QVD, pour moi, c'est des points très très importants de Qlik aujourd'hui. C'est l'idée que la donnée va être enregistrée sous un fichier type QVD, qui est un fichier qui existe uniquement sur Qlik, qui permet de stocker finalement énormément de données sous une taille assez restreinte. Et l'idée que cette donnée soit stockée directement sur Qlik, soit in-memory de l'outil, ça permet, d'avoir des puissances de calcul ou de faire des filtres ou traiter des données de masse de manière très très rapide. Et deuxième point, ça nous permet aussi de faire des économies entre guillemets. C'est-à-dire que nos 300 utilisateurs, si on n'utilisait pas les QVD, à chaque fois qu'ils voudraient recharger de la donnée, ça nécessiterait forcément de passer par Snowflake. Snowflake lancerait ses calculs, générerait des jetons et donc nous ferait dépenser de l'argent. Le fait de passer par des QVD, ça nous permet directement d'avoir la donnée qui est stockée sur Qlik et chaque rechargement, finalement, ne reste que sur Qlik. On a donc une petite économie à réaliser à ce niveau-là. Autre point très important, c'est la grande communauté en ligne. C'est vrai que pour y être très très présent et être au quotidien sur le Qlik Community, on se rend compte que dès qu'on a un souci, que ce soit de développement, que ce soit dans le script, que ce soit d'affichage, on trouve toujours une réponse ou en tous les cas un moyen de contourner les problèmes rencontrés. Donc ça, c'est vraiment, pour moi en tous les cas, une des raisons qui a fait qu'on est parti chez Qlik aussi. Voilà un peu pour les raisons en tous les cas pour lesquelles on est parti chez les trois outils. Et peut-être en conclusion aussi, si ça peut vous faire réfléchir, c'est qu'au niveau du SLA, on est à peu près à 100% sur les trois outils depuis 1 année et demie d'utilisation. Donc globalement, je vais faire une petite aparté maintenant pour vous parler de notre process d'intégration et au passage vous raconter encore une fois notre histoire côté BI parce que peut-être que ça peut vous servir. Globalement, côté process d'intégration, on utilisait le process que vous avez sous les yeux maintenant. Donc ce que vous voyez en jaune, vert, rouge et bleu étaient nos outils sources finalement qu'on intégrait directement sur Snowflake en passant, pour les un peu plus connaisseurs côté Talend, par un connecteur JDBC Snowflake. Une fois que la donnée arrivait sur Snowflake, globalement, on la chargeait dans une database on va dire globale, de Dataro, où les données étaient un copier-coller exact de nos bases de données sources. On ne gérait pas vraiment, on n'avait pas vraiment d'organisation des schémas côté Snowflake. Une fois qu'on voulait retravailler cette donnée, on les envoyait toujours côté Snowflake sur de nouveaux databases. On créait généralement une database par use case. Par exemple, je vais vous parler du DSO, on créait un use case, une database côté Snowflake pour le DSO. On voulait créer constater le chiffre d'affaires, on crée une database pour le chiffre d'affaires. Toutes ces données ensuite étaient chargées directement sur Qlik, enregistrées comme je vous l'ai dit sur des QVD, et chaque QVD alimentait une application Qlik. Et c'est donc ce process qui qui posait énormément de soucis côté Petit Forestier. Nous prenait énormément de temps. C'est-à-dire que le process d'intégration via un connecteur JDBC côté Talend n'est pas ce qu'il y a de plus optimal à faire. Vous pouvez sans doute confirmer ça. Globalement, rien que pour intégrer l'ensemble de nos tables d'écriture financières ou de journaux, on utilisait déjà l'intégralité de notre espace de nuit pour charger les données. Ce qui était vraiment problématique. Côté Talend, le fait de conserver tous nos jobs ou nos tâches Talend sous finalement les mêmes moteurs que d'autres tâches ou jobs qui sont hors BI, faisait qu'on avait vraiment toujours des blocages. Dès qu'un job BI posait souci, forcément ça bloquait les jobs hors BI, ce qui fait que ça crée des tensions, et inversement. Donc on a vraiment souhaité modifier ce process-là. Donc maintenant je vais vous présenter le nouveau process d'intégration qui est un peu plus complet, qui est vraiment optimal. Donc globalement, on part des outils sources. Les tables sont directement transformées en fichiers CSV et stockées dans un dossier proche de nos moteurs Talend. Une fois que c'est fait, ces fichiers sont zippés et envoyés directement sur GCP. Une fois que ces données sont sur GCP, et juste pour votre information, la taille d'un fichier idéal pour ce process d'intégration, c'est entre 130 et 250 MO environ. Une fois que ces données sont sur GCP, on va utiliser une fonction très simple de Snowflake qui est la fonction copy into et qui va venir finalement intégrer tous ces fichiers
et les transformer sur Snowflake en table de données très logique. Donc globalement, pour vous donner un ordre d'idée, passer du process numéro 1 à ce process optimisé, j'ai un exemple précis en tête qu'on vient de faire passer récemment. On devait intégrer 72 millions de lignes, ce qui représentait environ 4 milliards de bytes. On mettait environ 4h10 avant ce process d'optimisation. Et depuis qu'on est passé sous ce nouveau process d'optimisation, on est environ sur du 2h03, 2h02 en fonction des jours. Donc globalement, on a réussi à diviser par 2 notre process d'intégration, ce qui était vraiment le bienvenu pour pouvoir intégrer d'autres données, toujours optimiser les flux dans le but d'intégrer de plus en plus de data mart et de data warehouse. Donc une fois que ça a été dit, tu peux revenir en avant, merci. Une fois que ces données sont chargées dans Snowflake, globalement, comment est-ce qu'on s'organise? Eh bien, c'est très simple. Les données sont enregistrées dans une database Operating Data System. Elles sont vraiment une copie brute de telles qu'elles sont dans les outils sources. On va donc avoir un schéma par database SQL ou par outil finalement. Ensuite, les données vont être envoyées toujours dans Snowflake, dans une nouvelle database Data Warehouse, où elles vont subir des premières modifications. Des premières modifications, globalement, on va renommer certains champs pour être sûr qu'ils soient compris par l'ensemble du groupe. On va faire certaines jointures de tables très simplistes. Donc globalement, on va se retrouver côté Snowflake avec un schéma par étape de transformation pour finir avec des tables de dimension et des tables de faits qui restent malgré tout brutes, mais qui sont déjà un peu retravaillées pour pouvoir être utilisées par les équipes métiers. Dernière étape côté Snowflake, on va passer sur les data mart, c'est-à-dire que les données, une fois qu'elles ont été un peu retravaillées dans Data Warehouse, on va les envoyer dans les data mart pour qu'elles puissent vraiment subir un dernier process de transformation finalement et répondre clairement à nos besoins. Le DSO, on va créer un data mart spécifique pour le DSO. Notre chiffre d'affaires, on va créer un data mart spécifique pour notre chiffre d'affaires, etc., etc. Et l'idée, le point important, c'est que nos équipes métiers peuvent directement aller requêter le data warehouse ou le data mart dans Qlik pour créer leur propre analyse. On n'est pas obligé de leur créer des tableaux de bord clés en main. Ils peuvent directement aller chercher les données et utiliser les compétences de Qlik pour créer les tableaux de bord dont ils ont besoin. Donc rapidement, pour conclure sur Qlik, on utilise tous ces data mart pour lesquels on vient de créer finalement. On va créer des QVD à partir de ces data mart et chaque QVD va venir alimenter des applications disponibles par nos utilisateurs métiers. Donc voilà un peu notre process technique qui est celui qu'on a retenu aujourd'hui et qui fonctionne très très bien et qui nous permet d'avoir vraiment un rythme de croisière dans l'intégration des use cases BI. Donc maintenant, autre point peut-être un peu plus fonctionnel, je vais vous partager notre programme Data Champion. Qu'est-ce que c'est que les Data Champions? Finalement, ce vont être des relais au sein de notre groupe qui vont avoir des fonctions BI. C'est-à-dire que chaque directeur de département a déterminé une personne qui avait des compétences pour la data, qui avait envie de prendre ce rôle pour justement être un relais de la BI. Et c'est vraiment un rôle qui nous permet à la Data Factory vraiment de souffler un peu. Peut-être que si vous lancez des sujets BI aussi, vous vous rendrez compte que la BI devient très vite populaire. C'est-à-dire que quand on passe d'une gestion du fichier Excel à une gestion via Qlik, tous les services, tous les utilisateurs métiers, finalement, très vite ont envie de n'utiliser que de la BI. Donc les demandes, les tickets affluent très rapidement. Et l'idée d'avoir justement des data champions qui vont venir un peu soulager la Data Factory dans la création de rapports ou dans l'utilisation de Qlik, c'est vrai que ça fait énormément de bien. Donc globalement, les data champions, ils ont 4 rôles. Premièrement, c'est un ambassadeur, c'est-à-dire que c'est la personne qui va centraliser l'ensemble des demandes de son périmètre, de son département. Ce qui fait que moi, en tant que chef de Data Factory, je ne vais avoir qu'un seul interlocuteur par département. Ensuite, ça va vraiment être un sponsor des chantiers de Data Quality. Encore une fois, c'est peut-être un point qu'on n'a pas assez développé, mais les 3 outils sont formidables, mais si la matière première qu'on leur propose, à savoir nos données ne sont pas correctes, ne sont pas justes, n'ont pas une data quality suffisante, on ne pourra jamais les optimiser réellement. Donc c'est pour ça que les data champions, vraiment, sensibilisent au sujet de data quality l'ensemble des utilisateurs métiers et aussi sont en charge de gérer leur propre data dictionary.
Autre point important, ce sont des centralisateurs, c'est-à-dire que ces personnes-là vont nous accompagner pour, un, ils ont été formés à Qlik par Decideum, et deux, ils ont accès, comme je vous le disais, au Data Mart ou Data Warehouse pour déjà créer aussi leur propre rapport, leur propre tableau de bord et ne pas dépendre du service Data Factory. Et le dernier point, ce sont des change managers locaux. Ils collaborent au quotidien à former les utilisateurs métiers aux bonnes pratiques. Donc voilà un peu pour ce sujet Data Champion qui nous permet vraiment, côté BI, de sortir un peu du cadre technique et d'avoir des relais qui nous aident justement à promouvoir les outils, Talend, Snowflake et Qlik, d'une manière un peu plus efficace au sein de notre groupe. Donc maintenant, je vous ai présenté un peu toute l'histoire de Petit Forestier, nos process techniques un peu plus fonctionnels. Quels bénéfices l'utilisation de Qlik, Talend et Snowflake nous ont apportés? Ils sont très simples. Premièrement, ça va être l'industrialisation et la simplification de la production d'indicateurs. Comme je le vous disais, on n'avait aucune rigueur, aucune logique dans la création de KPI, dans la définition de ces KPI. Ça nous a vraiment permis de pouvoir mettre justement en avant une logique claire, des définitions qui sont répandues à l'ensemble du groupe. Peu importe si je me trouve aux États-Unis, à Dubaï ou en France, tout le monde va avoir la même définition du chiffre d'affaires consolidé, du chiffre d'affaires social, du nombre de contrats signés, du carnet de commandes. Ça, c'était un point très très important. Ça nous a vraiment permis de déployer ça d'une manière très rapide. Ensuite, simplifier l'accès et le partage à un langage commun. Donc, comme je vous disais, l'ensemble de nos utilisateurs ont accès à Qlik, ont accès au Data Mart, ont accès au Data Warehouse, ce qui fait que tout le monde parle le même langage, que ce soit en termes techniques, tout le monde va reconnaître le même nom de champ, tout le monde va connaître le même nom des KPI, et ça permet vraiment, peu importe le pays finalement dans lequel on se trouve, d'avoir une vraie logique appliquée à l'ensemble, vraiment une logique groupe et plus une logique par département finalement. Ensuite, l'idée qu'on s'appuie beaucoup plus sur le quantitatif plutôt que sur l'intuition. Comme je vous disais, on est un groupe familial, on prenait beaucoup de décisions basées sur l'intuition finalement. Et l'usage de Qlik, Snowflake, Talend a vraiment permis d'éradiquer ce style de comportement. On a des tableaux de bord clés en main, il suffit de les lire, de les consulter pour vraiment pouvoir prendre des décisions de manière claire et optimisée. Et le dernier point, c'est vraiment la responsabilisation des équipes métiers. Pourquoi? C'est très simple. L'idée est que comme les métiers ont accès à Qlik et donc à la donnée, ils peuvent voir directement le résultat de ce qu'ils saisissent en tous les cas dans les outils sources. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va saisir quelque chose de mauvais, il va directement le voir dans les tableaux de Qlik qu'il a lui-même créés ou qu'il consulte. Ce qui fait qu'on a vraiment une résurgence de la data quality parce que nos utilisateurs métiers peuvent constater justement ces problèmes de data quality au quotidien et les optimiser derrière. Donc voilà globalement les principaux bénéfices que nous a apporté la BI et ces trois outils côté Petit Forestier. Donc maintenant rentrons dans le point un peu plus compliqué et quelles difficultés finalement on a pu rencontrer pendant cette année et demie de travaux. Donc l'idée ça a été aussi de trouver le bon process d'intégration. Je vous ai vraiment décrit notre process, notre cheminement. On a mis 6 mois avant de trouver le process idéal d'intégration qui ne nous pose pas de soucis techniquement, qui nous permet d'intégrer énormément de données en peu de temps et toujours chercher à optimiser. Donc on a mis 6 mois à le créer, c'est vrai que ça a été une vraie difficulté. Ensuite, gérer et optimiser l'ordonnancement des web services et des tâches Talend. Comme je vous le disais, on a souhaité au début créer un cluster de moteurs Talend qui gère à la fois des tâches BI et hors BI. Ce qui fait que ça a vraiment été une très grande erreur de notre côté. Ça a entraîné énormément de conflits, que ce soit sur les sujets non BI ou BI. Et l'idée a été vraiment de créer finalement un cluster BI, c'est-à-dire qu'on a créé 2 nouveaux moteurs Talend exclusivement pour la BI, qui ne s'occupent qu'à gérer des tâches ou des ordonnancements Talend. Et depuis qu'on a fait ce process-là, on a vraiment une optimisation de nos flux qui est incroyable, plus jamais aucun souci côté Talend, plus jamais aucun souci côté Snowflake, et Qlik qui est vraiment alimenté de manière quotidienne sans aucun problème. Un autre point important, c'est le problème de data quality et le temps de nettoyage que ça va générer. C'est vrai que ce que les outils ne présentent pas, c'est le côté matière première,
Si on veut vraiment pouvoir les utiliser de manière optimale, il faut que ce qu'on leur donne, entre guillemets, au quotidien soit propre. Et en tous les cas, dans mon entreprise, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que le temps de nettoyage de la donnée, avant de pouvoir commencer en tous les cas à la consommer, prend un certain temps. Et c'est un point qu'il faut absolument avoir en tête. Autre point important, c'est l'adoption des users métiers et la dépendance à la Data Factory. Comme je vous l'ai dit, la BI devient très vite populaire. En tous les cas, les demandes affluent très vite. Et c'est vrai que pour pouvoir cadrer ça, il faut vraiment penser au change management en amont. C'est vraiment un point très important. Il faut vraiment définir sa stratégie, je veux dire, en même temps que choisir ses outils. C'est vraiment un point très très important. Ensuite, la capacité à mener de front tous les sujets. C'est vrai que côté Petit Forestier, on a peut-être été ambitieux, on n'avait recruté qu'une seule personne, donc moi, pour créer le pôle BI. C'est vrai que ça génère quand même des besoins, des demandes en construction qui sont assez conséquentes. Donc il faut vraiment penser à dimensionner vos équipes en conséquence si vous voulez vous lancer dans la BI. Et le dernier point, c'est vraiment la modélisation BI et la dette technique qu'on peut avoir dans les entreprises. C'est vrai que pour créer des flux de données et des gestions de tables optimisées, c'est un savoir-faire, que ce soit pour créer les modèles conceptuels de données ou logiques. Il faut vraiment, voilà, c'est un savoir-faire, il faut avoir une bonne expertise. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est vraiment étape par étape, progression par progression. Donc voilà globalement pour les difficultés rencontrées. Donc globalement, je vais vous présenter maintenant les prochaines étapes, c'est-à-dire qu'après 1 an et demi d'utilisation, quels vont être les prochains challenges pour Petit Forestier. Notre premier point, ça va vraiment être de pousser, de continuer les data mart self-service. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les tableaux de bord qu'on pouvait créer en amont, clé en main pour les utilisateurs, n'étaient pas forcément les plus utilisés. Parce que chaque service va avoir son envie, son besoin et sa façon de gérer la donnée ou de répondre à une demande. Et l'idée justement de leur mettre des data mart, déjà on évite les problèmes de qualité de données parce que la donnée a déjà été contrôlée, elle a déjà été cadrée, elle a déjà été formulée d'une façon précise. Et donc finalement, nos utilisateurs métiers n'ont plus qu'à prendre leur table de faits, prendre leur table de dimension et les agencer comme ils le souhaitent. Et c'est vraiment pour ça qu'on souhaite poursuivre la création de data mart self-service, côté finance, côté RH et sur tous les points de l'entreprise. Autre challenge à venir, la gestion des données en temps réel. Globalement, chez Petit Forestier, aujourd'hui, toutes nos données sont chargées de manière quotidienne. On fait une photo de l'ensemble de nos données à 21h et tous nos utilisateurs ont accès à J+1 aux données de 21h la veille. Demain, on va vraiment avoir un sujet de gestion en temps réel. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on loue des véhicules, donc une flotte de 62 000 véhicules, et 20 000 de ces véhicules ont de la technologie IoT. C'est-à-dire qu'elle nous envoie en permanence un flux d'informations continu, très diffus, très difficile à cadrer. Et justement, un des sujets, ça va être de cadrer cette donnée en temps réel. On va se faire accompagner par Snowflake, par Qlik, qui ont aussi des solutions pour ça, pour justement réussir à cadrer cette donnée en temps réel, réussir à la structurer pour qu'elle puisse être visible sur notre outil de data visualisation et exploitable pour de la décision en temps réel. Et le dernier point, je vous en parlais un peu en introduction, c'est vraiment le côté data monétisation. On veut vraiment créer un modèle financier, maintenant qu'on a des données structurées, que nos clients sont très demandeurs en plus de ce type de demande, d'avoir des données structurées pour pouvoir suivre aussi et piloter leur activité. Ça va être de créer justement un modèle financier tout en optimisant l'expérience utilisateur. Donc c'est vraiment un point très important. C'est pareil, on va se faire accompagner de Snowflake et de Qlik pour pouvoir justement gérer ça d'une manière optimale. Donc on arrive proche de la conclusion. Globalement, quels conseils je peux vous donner si vous souhaitez vous lancer en BI après une petite année et demie d'utilisation? Le premier point important pour moi, c'est vraiment de se faire accompagner par votre COMEX. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un sponsorship de mon COMEX. Et c'est vrai que pour la prise de décision, c'est vrai que la donnée, ça entraîne tout de suite des questions très rapides. Les accès, qui a le droit d'avoir accès à la donnée financière, à la donnée RH. Et si on veut vraiment avancer efficacement, je pense que les décisions doivent venir du haut de l'entreprise et si c'est possible, pour pouvoir justement agir en tous les cas de manière très rapide et développer les applications aussi de manière un peu plus optimale.
Le deuxième point, c'est vraiment le dimensionnement des équipes adéquats. Comme je vous l'ai dit, on a fait l'erreur de confier tout ça à une personne. Et c'est vrai que c'est très difficile de gérer tous les sujets de front très rapidement, additionné au fait que la BI devient très rapidement populaire. Donc l'idée est vraiment d'avoir déjà en tête un dimensionnement d'équipe qui soit adéquat pour gérer de la BI. Autre point important, comme je vous le disais, c'est vraiment d'aider, d'accompagner vos équipes métiers pour qu'ils puissent s'approprier les outils. Une fois qu'ils ont compris entre guillemets la logique, les résultats sont vraiment très conséquents. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu des personnes qui n'avaient pas du tout d'appétence à la technologie commencer à réaliser des scripts côté clic. C'est quelque chose d'assez remarquable et qui était impensable il y a encore une année et demie. Et c'est justement les accompagner pour, plutôt qu'avoir des tableaux de bord clés en main créés, plutôt les pousser à utiliser et créer leur propre analyse ad hoc en fonction de data mart et des tables de dimensions et de faits que vous pouvez leur donner. Autre point très important, ça va être la conduite du changement qui doit être organisée et programmée. Comme je vous en ai un peu parlé avec notre programme Data Champion, c'est vrai que la conduite du changement elle est aussi importante que les côtés techniques. Ça va être vraiment le quatrième pan, en plus de choisir votre outil ETL, votre outil de stockage et votre outil de data visualisation, vous devez déjà penser à comment organiser vraiment le change et accompagner vos équipes au sujet BI. Dernier point important, c'est la partie, comme je le disais, de data quality. Les outils sont certes magiques, mais si la matière première que vous leur donnez ne sont pas efficaces, rangées, organisées, nettoyées, vous n'en tirez jamais rien. Donc c'est vraiment un point à avoir en tête avant de commencer à se lancer en BI ou se faire accompagner justement pour pouvoir piloter cette data quality en parallèle des sujets BI. Voilà un peu les 5 conseils que je peux vous donner. Et un autre point très important, c'est de vous présenter aussi les apports de Decidium, parce que tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent avec des éditeurs, c'est vrai, mais c'est aussi grâce aux personnes chez Decidium qui nous ont accompagnés pour travailler sur tous ces sujets. Globalement, leur aide, si je peux la résumer en 5 points vraiment, c'est la maîtrise de l'architecture Data Cloud. L'idée d'intégrer les données fait que on veut toujours intégrer plus, on veut toujours structurer d'une manière différente. La seule chose qui va manquer, c'est le temps. C'est-à-dire que, par exemple, chez Petit Forestier, on peut intégrer que pendant la période de nuit pour éviter d'impacter nos outils de prod en journée. Et vraiment, Decidium a ce souci de toujours optimiser les flux, chercher à les optimiser pour toujours gagner du temps et pouvoir intégrer le plus possible de données. Le deuxième point, c'est vraiment la modélisation BI data. C'est vrai que les modèles conceptuels de données ou logiques pour la BI doivent être pensés par des experts parce que c'est vraiment un des seuls moyens d'optimiser la donnée et c'est vraiment ce que Decidium peut apporter. Autre point important, c'est le design. Moi, c'est le point personnellement, et désolé Ludovic, pour lequel j'ai été le plus réfractaire. Je partais du principe que passer d'un fichier Excel à une application Click était déjà en soi, en termes de design, quelque chose de très important. Et force a été de constater que pour les applications pour lesquelles on a fait appliquer un design spécifique, l'utilisation, la prise en main, l'envie de pouvoir la faire développer a été à chaque fois conséquente. C'est-à-dire qu'entre les applications sans design et avec design, c'est vrai qu'on s'est rendu compte d'une adhésion qui était parfois passe du simple au double. Donc je pense vraiment que si vous le souhaitez, il y a un très bon designer côté Decidium, n'hésitez pas. Ensuite, le rattrapage de la dette technique, c'est très simple. Le meilleur fait pour l'illustrer, c'est vraiment en 1 an et demi, on n'avait aucune BI. On était une entreprise qui utilisait des fichiers Excel. Aujourd'hui, on est une BI avec 300 utilisateurs qui utilisent et qui scriptent même dans notre outil de data visualisation. Donc c'est vraiment possible et ça a été aussi vraiment grâce à Decidium qui ont toujours les conseils et l'expérience aussi pour pouvoir avancer correctement. Et le dernier point important, c'est l'aide à l'adoption des outils. Comme je vous le disais, de la BI, ça ne sert à rien si les équipes métiers ne l'utilisent pas, s'ils ne prennent pas des décisions à partir des données qu'on leur met en place. Et c'est vraiment aussi ce besoin à chaque fois d'optimiser la présentation d'une application Click, comment optimiser nos flux, comment gérer sur Talend l'intégration d'un composant plutôt qu'un autre. Et c'est vraiment tout ça qui fait que les outils sont plus adoptés et c'est vraiment ça que les experts Decidium aussi nous ont apporté chez Petit Forestier. Donc dernier point, je vais vous présenter un use case
un use case qui a été le premier qu'on a réalisé côté BI et qui est un use case qui est toujours utilisé avec grande ferveur par nos utilisateurs métiers. Globalement, c'est le DSO. Le DSO, c'est un KPI financier, c'est globalement le nombre de jours d'attente avant de recevoir le paiement de nos clients. Donc c'est un outil qui était construit uniquement via Excel, vous pouvez le voir juste ici. Donc quelque chose de statique, ça prenait environ entre 2 à 3 jours de production à notre service contrôle de gestion pour pouvoir le faire. Et l'idée que cet outil aujourd'hui est entièrement disponible sur Qlik, en utilisant Talend et Snowflake bien sûr. Et l'idée qu'aujourd'hui il est complètement automatisé. Le contrôle de gestion ne passe plus de temps à le produire, à le construire, il est directement automatisé et consultable par l'ensemble de nos utilisateurs en quasi temps réel. Donc maintenant je vais vous le présenter côté Qlik. Donc effectivement, ce fichier Excel que je viens de vous présenter, très statique, voilà ce qu'on a réussi à en faire côté Qlik. Hop, juste le temps que je me log de nouveau. Donc globalement, voilà ce qu'on a réussi à construire. C'est encore en train de se charger pour les derniers éléments. Donc globalement, tous les utilisateurs, c'était à peu près 300 personnes qui utilisaient le DSO. Ils avaient le fichier Excel que je vous ai présenté juste en amont. Et voilà aujourd'hui ce à quoi ils ont accès pour pouvoir piloter et gérer leur application. Donc globalement, on retrouve ici l'ensemble des filtres ou des dimensions avec lesquelles ils peuvent jouer. On a une carte dynamique avec laquelle ils peuvent jouer. Imaginons qu'on souhaite s'intéresser uniquement au nord de France. Hop, je viens sélectionner notre région nord de France. Je peux piloter tous mes KPI de manière très claire et optimale. Imaginons que j'ai envie vraiment de rentrer dans le détail et de voir sur quel client je dois me focaliser côté nord de France. Hop. En un clic, je vais sur ma feuille de détail. J'ai déjà ici l'ensemble de mes clients qui sont disponibles. Si je veux, je ne les affiche pas. Donc je vois pour mon réseau France, j'ai tous ces KPI là. Je descends au niveau client très rapidement en un clic. Ici, hop, je viens filtrer sur tous les clients qui ont un retard, par exemple, à plus de 3 mois. Imaginons que je souhaite me focaliser aussi très rapidement uniquement sur les clients avec lesquels on a un mandat CEPA, donc les clients avec lesquels on paye uniquement par carte bleue pour plus d'efficacité. Hop, je filtre sur ces clients-là. Donc toutes nos données ont été anonymisées, donc c'est pour ça que vous voyez des noms de clients un peu particuliers. Mais donc globalement, voilà mes clients, voilà mes retards. Hop, je n'ai qu'à les sélectionner, je valide, je repars sur ma feuille d'accueil et je peux analyser tous mes chiffres uniquement sur ces clients de manière très simple et organisée. Imaginons maintenant très simplement qu'on souhaite non pas travailler au niveau région, mais vraiment voir agence par agence, parce qu'on a un réseau d'agences petits forestiers, quels sont les résultats. Hop, je peux passer en mode agence très facilement et piloter sur la carte l'ensemble de mes agences et constater quels sont les résultats, quels sont les DSO pour l'ensemble de ces agences. Et tout ça c'est automatique, le rechargement se fait chaque jour à 21h. Donc chaque utilisateur a de la donnée disponible de la veille à 21h pour exploiter ces données et pouvoir aller parler aux clients concernés. Donc voilà pour la présentation.